Oui, Diego Star est un film qui raconte l'histoire en fait de Traoré, interprété par Issaka Sawadogo, qui est un marin à bord d'un cargo qui a un incident sur le Saint-Laurent en plein hiver au Québec. Et le bateau doit être remorqué au chantier naval le plus proche, ce qui oblige en fait, l'équipage à s'immobiliser quelque temps dans la petite ville. Et les marins seront relogés en fait chez l'habitant, ce qui amène la rencontre entre Issaka et Fanny, cette jeune femme qui est jouée par Chloé Bourgeois. Et on suit un peu en fait leur rencontre, qui est une rencontre sous le signe, je dirais, de l'altérité, mais aussi une espèce d'amitié, presque de relation paternelle qui se noue. Et parallèlement à ça, il y a toute une trame qui est un peu plus disons, politique, qui s'attarde un peu aux conditions de vie des marins sur ces véritables bateaux poubelles qui naviguent encore aujourd'hui. C'était le sujet qui vous tenait à cœur, c'était la rencontre entre les différentes personnes ou le fait de parler justement de ces bateaux poubelles qui... Le film, en fait, n'est pas né autour d'un sujet, mais plutôt d'un lieu qui est ce chantier naval près duquel j'ai grandi. Et par la force des choses, des thèmes se sont greffés, celui de la rencontre, celui de la condition de vie de ces marins. On peut pas ne parler de ces sujets-là. Je rephrase un peu, mais on peut pas ne pas faire un film à cet endroit-là. Est-ce que tu veux que je recommence le foyer? On ne peut pas faire un film à cet endroit-là, au chantier naval, sans que ces sujets-là émergent, en fait. Ce serait très artificiel de vouloir les éviter. Et je voulais pas, en même temps, faire un film ouvertement politique, dans le sens idéologique du terme. Je crois que ces choses-là allaient transparaître dans le propos, dans la force ce que j'espère être la force des personnages, en fait. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous vouliez dénoncer au niveau politique? Il y a cette espèce de grand rouage de l'économie qu'on ne connaît absolument pas, qui est le transport maritime. C'est 95% environ des matériaux, des matières qui sont échangées dans le monde sont par voie maritime, exactement. Par contre, il y a très, 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 très peu de cadres législatifs international, ce qui fait que les navires sont souvent en très mauvais état. Les conditions de vie des marins sont extrêmement difficiles, voire périlleuses. J'ai lu des rapports qui disaient qu'à chaque jour, entre 10 et 20 marins qui meurent dans le jour, dans l'exercice de leur fonction, en passant par-dessus bord dans des accidents de travail, dans il n'y a pas de conditions de sécurité. Voilà, il n'y a pas de conditions de sécurité minimales. Après, c'est presque une forme d'esclavagisme moderne, puisqu'à chaque année, il y a des centaines d'équipages qui arrêtent dans des ports, que ce soit en France, au Québec, et qui n'ont pas touché un sou depuis des mois, qui vivent dans des conditions où parfois la chambre froide où sont stockées les victuailles est en panne depuis 2 mois, la viande est avariée, des choses comme ça, et ça arrive aujourd'hui et maintenant. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas, auxquelles on ne veut pas penser parce que... Il n'y a pas beaucoup de médiatisation d'ailleurs. Non, il y a très peu de médiatisation. Puis c'est encore une fois comme rouage de l'économie. Si on coupe dans les frais de transport, on peut vendre nos bidules de plastique faits en Chine beaucoup moins cher. Donc voilà. Et il y a tout un phénomène de délocalisation aussi où les armateurs occidentaux ont délocalisé, ont inscrit leurs bateaux sous pavillon de complaisance au Panama, Libéria, Chypre en Europe en fait, qui est un des grands pavillons de complaisance du monde. Donc ouais, tout ça émerge en arrière comme rouage de l'économie, petit rouage de l'économie qui vaut la peine, je crois, d'être montré, énoncé, et peut-être pas directement dénoncé, encore une fois, mais en fait, clairement exposé. Voilà. Bien sûr. Et donc ça sert de toile de fond par rapport à cette rencontre, et c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, j'imagine, les relations entre les individus, j'imagine qu'elles n'ont pas les mêmes catégories socio-professionnelles, elles ne sont pas au même niveau social, pas les mêmes cultures. Il y a bien sûr une différence de culture, mais sans tomber non plus dans le grossier cliché de l'Africain un peu naïf et tout. Au contraire, Traoré est un homme profondément bon, mais profondément combattant aussi, donc fier et aussi... voilà, qui n'a plus d'illusions sur le monde dans lequel il vit. Et Fanny, cette jeune femme, vient aussi
ce que j'aurais envie d'appeler notre tiers-monde à nous, donc des couches très populaires, très, très fragiles de la société québécoise, je veux dire, économiquement fragile. Abusé par rapport à... Qui n'a même souvent pas le temps de se poser ces questions-là. Fanny est une jeune femme de 22 ans qui élève seule son enfant, qui est en survie, voilà, qui a pas vraiment de formation, qui a pas vraiment de réseau, qui a un réseau social un peu défaillant, une mère qui est vaguement là, mais qui est au moins aussi mature qu'elle, quoi. Donc on est dans une espèce de survie. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait à un certain moment, en écrivant le scénario, c'était de me dire, tiens, je vais faire rencontrer les deux classes de gens, deux groupes défavorisés, et de voir s'il y a une solidarité qui est possible entre ces gens-là, dans un cadre économique. À ce niveau-là que ça se produit d'ailleurs. Voilà, exactement. Bon, la réponse que Diego Star, que la fiction amène, n'est pas nécessairement la plus réjouissante, mais c'est celle qui malheureusement me semble la plus juste et la plus logique, voilà, dans le rouage économique. Voilà. Est-ce que techniquement, parce que les plans sont assez graphiques, il y a eu certains problèmes ou il y a eu une mise en place qui était difficile, notamment par la température, j'imagine? Oui, il y a tourné au Québec l'hiver, il y a des sacrifices. Moins 30. On est entre je vous dirais que nos journées les plus froides, on est autour de moins 25 au petit matin. On a eu des journées, sinon on était assez chanceux puisqu'on a eu beaucoup de journées quand même tout près de 0, moins 5. Ce qui change beaucoup la lumière, par contre, ce qui fait une lumière beaucoup plus diffuse, beaucoup plus d'humidité dans l'air, donc beaucoup plus une espèce d'image un peu plus laiteuse que si on était dans un froid un froid à moins 15, où là, tout à coup, les ombres et les lumières sont très tranchées. Donc oui, quand on tourne l'hiver comme ça, il faut tenir compte de ces facteurs-là. Je vous dirais que ce qui était plus dur, c'est que souvent on court après nos lumières, particulièrement en fin de journée, puisque la lumière, le jour tombe très 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 rapidement. Puis qu'à partir de 3 heures, la qualité de la lumière, à partir de 15 heures l'après-midi, la qualité de lumière, elle est pratiquement absente, quoi. Il n'y a plus de lumière dans la lumière. Tout devient très sombre. Ouais. Après, l'autre grande difficulté qu'on a eue lors du tournage, c'était sur les scènes d'ouverture avec le bateau. On a trouvé un vieux cargo norvégien en attente de démolition dans une espèce de port, de section du port de Montréal un peu obscure. Et pendant qu'on tournait nos scènes d'ouverture, le matin, mon assistant est venu me voir en me disant « Écoute, le son qu'on entend n'est pas la soufflerie, c'est que le bateau qui coule. » Donc, ça commence ta journée de tes scènes d'ouverture. Normalement, tu as 10-12 heures de tournage. Ça fait à peine 1 heure que tu es là et le bateau est en train de couler. Donc, on a tout évacué. C'était un peu la panique, on a tout évacué, on a parlé avec l'ingénieur maritime qui nous conseillait là, techniquement pour le bateau. Il a regardé les trucs, il dit écoute, la façon dont le bateau est en train de couler, c'est une grande valve de refroidissement du moteur qui avait cédé. Et le bateau allait s'asseoir finalement au fond du fleuve. De profondeur pour... Ouais. Le bateau, il y avait de l'eau là, par-dessus la ligne de flottaison à l'arrière. Il est vraiment littéralement allé s'asseoir au fond. On a eu 4-5 heures pour le faire, donc avec l'équipe, on a discuté avec l'équipe, on dit bon, on n'oblige personne à rentrer, mais est-ce que dans les conditions de sécurité qu'on a, qui sont assurées, tout ça, est-ce que vous êtes prêts à continuer? Et tout le monde a accepté de venir. Donc, ce qu'on devait faire normalement en 10 heures, on le fait en 4 heures. Il y a un travail de réécriture, il y a une énergie assez formidable qui s'est dégagée chez les comédiens, puisque la scène d'ouverture est une scène normalement où il y a l'avarie sur le Diego Star, où le moteur finalement, la bielle coule, la bielle du moteur coule, ce qui fait que le moteur bloque. Ben là, on avait un bateau qui coulait, donc nos comédiens avaient une énergie, pour un réalisateur, pour un metteur en scène, c'est plutôt inespéré comme truc, quoi. C'est comme, wow! L'énergie naturelle. Voilà, toute naturelle. La composition, là. Non, voilà, faut se dépêcher parce que sinon, on coule, voilà. Donc, entre chaque prise, on regardait, on devait tourner normalement tout en bas de la salle des machines, qui fait 3 étages. Finalement, on a tourné au 2e étage, l'étage le plus haut, l'étage supérieur. Et entre chaque prise, on regardait un peu le niveau de l'eau qui montait d'à peu près 3-4 cm. Je vous dirais 3-4 cm par 10 minutes, quelque chose comme ça. Là. Oh, donc, ouais. Le bateau a pris à peu près 10 mètres d'eau là, en tout.
En termes de limites politiques ou morales, non, vraiment pas du tout. C'est sûr qu'il y a eu des gens à rassurer, j'ai envie de dire à amadouer. Les autorités du chantier n'étaient pas nécessairement a priori sympathiques à l'idée de faire un film sur la corruption dans le monde maritime, mais ils ont vu qu'on était de bonne volonté, ils ont aimé le scénario, ils ont, je pense, aimé le fait qu'on veuille tourner là sans cacher l'identité du chantier de façon étonnante. Ils sont assez fiers de leur métier, en fait, ces gens-là, et de vouloir les tourner eux. Ça l'a beaucoup aidé, en fait, à pouvoir avoir accès à ces lieux-là, qui sont habituellement des lieux à accès très restreint, puisque il y a des contrats de la marine de guerre qui se font là, des choses comme ça aussi. Il faut dire que c'est un chantier naval qui vivote, qui va assez mal dans les dernières années. Donc ils étaient aussi contents qu'on s'intéresse à eux pour autre chose que leurs problèmes. Qu'on mette le focus sur eux, mais pour autre chose que leurs problèmes financiers. Les limites qu'on a eues c'est toujours un peu les mêmes limites. C'est des limites qui sont liées au financement du film. C'est un film à petit budget. On parle ici d'1,2 million de dollars, donc à peu près 800 000 euros, quelque chose comme ça. Et c'est pas quelque chose que j'ai ressenti au niveau des infrastructures, de la compétence de l'équipe, au contraire, mais c'est quelque chose qui s'est fait ressentir sur la durée du tournage, où on a dû tourner finalement qu'en 24 jours, un film qui, pour être bien, je crois, aurait dû se faire avec une dizaine de jours de plus facilement. D'accord. Pour avoir du temps, pour pouvoir faire des prises, mais pouvoir aussi, parce que c'est un film qui est beaucoup tourné à l'extérieur, donc on est très dépendant de la météo, l'hiver, donc des fois il y a toutes sortes de problèmes de continuité qui peuvent émerger. Quand c'est une scène, c'est un soleil d'hiver très tranché, et tu la continues le lendemain, c'est le blizzard, donc mais on s'en est très très bien sorti, avec le reste, avec le montage et tout. Non, c'est ça. J'avais l'hiver, un bateau, des bébés, une dame âgée, moins 25. Donc un peu il manquait que des animaux, quoi, pour que pour que ce soit difficile. Manque d'argent. Manque d'argent, mais ça en même temps, c'est une réalité. J'ai envie de dire, on n'en parle presque plus parce que c'est la nature de la bête, quoi. Voilà, on est toujours le cinéma québécois, on est une petite cinématographie, en même temps extrêmement privilégié d'avoir un engagement public aussi fort, mais en même temps, ça se fait toujours un peu sur il y a quelque chose d'extrêmement beau, mais d'extrêmement fragile dans cet artisanat-là qui est de faire un film au Québec, quoi. Je répondrais presque à la question par une autre question. Qu'est-ce qu'est le cinéma indépendant? Puisque la définition change beaucoup d'un endroit à l'autre. Mais le cinéma indépendant, je crois qu'en fait, ce qu'on peut appeler le cinéma indépendant, indépendant d'esprit, malheureusement pas indépendant de fortune, mais c'est le lieu un peu de survie du cinéma comme grand médium narratif du 20e siècle. Une méthode de survie des idées aussi, peut-être? Oui, voilà, des idées. C'est aussi le cinéma indépendant, pour moi, qui vient un peu du documentaire. Ça a été aussi une possibilité, un lieu de connaissance du monde, d'exploration et de connaissance du monde. Maintenant, je suis un peu un expert en matière maritime, par la force des choses, parce qu'on se plonge dans le scénario, on se plonge et on a une espèce de souci de réalisme, ou en tout cas de pas se mettre en porte-à-faux avec notre sujet, qui fait qu'on finit par le connaître. Et en même temps, ça donne la possibilité aussi de mettre le focus sur sur des problèmes auxquels le cinéma traditionnel ne ferait jamais. Ne mettrait jamais le focus. Oui, ou en fait de le faire avec une pleine liberté d'idées. Je pense que le cinéma traditionnel ne rechigne pas à montrer quoi que ce soit, mais rechigne à le montrer sous son vrai jour, ce qui est un peu une différence. C'est-à-dire que je pense qu'on pourrait très bien faire un film dans le monde des marins, mais on pourrait très bien en faire un film d'action, alors que là, on en fait. C'est pas ce qu'on en fait, voilà. Parce qu'il y a quelque chose de séduisant, ces grands murs d'acier, c'est très très beau graphiquement, filmer un navire. Filmer l'hiver aussi, mais filmer l'hiver gris dans une petite ville, qu'un chantier qui vivote, c'est pas nécessairement le truc le plus de l'amour. Et à partir de là, c'est la hauteur de regard peut-être qui change avec le cinéma indépendant.